Isabelle, violée, torturée, étranglée dans son appartement parisien. Isabelle est la dernière victime d'une longue série que Patrice Allègre va révéler en partie aux enquêteurs toulousains à sa recherche depuis plusieurs mois pour d'autres crimes. L'horreur des faits n'effraie pas l'amoureuse d'Allègre, qui cherche à comprendre, épluche les expertises. Les psychiatres y décrivent un Patrice Allègre impulsif, froid, indifférent à l'égard des victimes. Marie se montre beaucoup plus indulgente, jusqu'à remettre en cause le travail des experts. Au fil des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des manquements et des erreurs sur la manière d'interpréter les faits. Il n'a jamais prémédité les actes, n'a jamais suivi ses victimes en les surprenant par infraction au domicile dans le but de les violer et tuer, n'a jamais éprouvé une jouissance à commettre ces crimes. Marie en est persuadée. Patrice Allègre n'est pas un tueur en série comme les autres. Et s'il est passé à l'acte, c'est à cause d'un traumatisme dans son adolescence. Patrice, à l'âge de 13 ans, s'est fait sodomiser par 2 hommes lui ayant auparavant injecté de l'héroïne. Et après l'avoir violé, ils l'ont abandonné sur le bord d'un chemin au milieu de nulle part. Je me suis reconnue à travers son parcours. J'ai été battue, violée, abusée et humiliée, comme lui l'a été. Je vous demande de le regarder autrement, de croire en l'humanité et en ce qui existe de plus fort que nous, de croire en la rédemption. Nous avons beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse tomber amoureuse d'un homme qui a massacré, violé, torturé. Mais peut-être que c'est justement pour ces raisons-là qu'elles sont attirées avec ce fantasme qu'avec elle, il va être différent. Qu'avec elle, et par la force de leur désir, par la force de leur amour et de leurs sentiments, ils vont être transformés. Un peu comme certaines femmes, parfois, tombent amoureuses d'homosexuels en disant « moi, il va me désirer, parce que c'est moi, et parce que l'intensité de mes sentiments amoureux vont le changer ». Et vouloir réparer l'autre, c'est aussi, dans une certaine mesure, pouvoir dénier sa propre fragilité. Des sauveuses, persuadées qu'elles vont faire du mauvais garçon quelqu'un de bien. C'est le profil de la plupart de ces femmes hybristophiles. Intelligentes, souvent bien insérées socialement, beaucoup de ces femmes n'ont aucun mal à approcher ces hommes en prison parce qu'elles y travaillent. Le phénomène reste un tabou, mais 2 femmes ont accepté d'en parler. Fadila Douki est surveillante de prison et Farida Eddafiri, conseillère en insertion professionnelle. L'amour avec un criminel en détention, elles en sont témoins, ça peut arriver. On sait pertinemment que c'est interdit. On sait qu'on n'a pas le droit d'enfreindre la loi, à savoir créer des liens avec les personnes détenues qu'on garde. Mais ce que la bureaucratie et le gouvernement ont tendance à oublier, c'est qu'on est des êtres humains et que c'est fort possible qu'une surveillante ou une conseillère d'insertion de probation, qu'un médecin, qu'une assistante sociale, qu'une magistrate, qu'une avocate, qu'une directrice tombe amoureuse des personnes détenues. C'est pas compatible. Pour autant, c'est arrivé. Voilà. J'ai vu des cas de collègues qui basculent et qui finissent en mandat de dépôt. Donc, ça commence par une amourette et puis ça finit par entrer de l'alcool, des produits, et puis ça finit en détention. Donc, c'est quand même une sacrée régression de passer de personnel pénitentiaire à incarcéré pour mandat de dépôt. Enfin, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Moi, j'ai tendance à dire, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, mais est-ce que ces femmes qui développent des sentiments, est-ce que quand on a des sentiments, parce que, alors c'est quoi la phrase la raison sur la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Que la raison ignore, ouais. Bon, on est en plein dedans. Et quand la passion prend le dessus, ces femmes réécrivent toujours l'histoire. Quand elles disent être amoureuses, on constate qu'il y a souvent une minimisation des faits qui ont été reprochés à la personne. On a tendance à resituer, à recontextualiser, à trouver des excuses, minimiser les faits, voire des fois, parfois, pour certains cas, les nier.
à savoir que la personne était innocente, tout simplement. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a des sentiments qui se sont noués, je pense que le reste est mis de côté quelque part. On voit qu'il y a eu un échange et qu'effectivement, elles ont adhéré au discours de la personne dont elles sont tombées amoureuses. L'hybristophilie en milieu carcéral peut briser des vies. Philippe Ben-Simon a été criminologue au sein d'un établissement pénitentiaire pendant 27 ans. Il a vu des collègues ruiner leur mariage et leur carrière. Certaines mettre fin à leur jour pour un amour en prison. Pionnier sur l'étude de ce phénomène, c'est aussi l'un des premiers à avoir alerté sur le sujet. Nous qui regardons ça de l'extérieur, on peut se poser beaucoup de questions en se disant cette personne est folle, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, loin de là. Le plus souvent, l'hybristophile est une femme en grand manque d'affection et de confiance en elle. Vous avez beau être mère de famille, etc., bien gagner votre vie, sur le plan personnel, sur le plan affectif, sentimental, c'est un échec total. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui est honni par le grand public, qui a défrayé la une des médias, et lui vous entend, lui vous regarde d'une façon très différente. Et vous allez finir par vous éprendre de la personne détenue et vous glisser lentement. Et lui, pour lui, vous êtes une sirène, vous êtes ce qu'il n'a pas. Un homme en prison, c'est un homme docile, inoffensif, un homme fidèle et romantique. Pas étonnant que des femmes fragiles tombent sous le charme. Mais pour Corinne Herman, l'hybristophilie, même passive, reste une expérience dangereuse. Tomber amoureuse d'un mauvais garçon, tomber amoureuse de quelqu'un qui a commis des faits, c'est pas en soi critiquable, c'est pas ça, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est que là, on est quand même devant des hommes qui ont tué des femmes, qui ont tué des enfants, par choix, par goût, par plaisir de tuer, de donner la mort, de se donner cette importance-là et de voir la mort dans le regard d'une enfant. Et on envisage une relation avec eux. Moi, l'idée que la main qui me caresse a étranglé une gamine, que d'avoir une relation sexuelle avec un sexe qui a fait du mal à des femmes, c'est pas possible. Et ces femmes qui vont voir ces criminels-là, elles fusionnent totalement avec ces hommes-là. Pour moi, c'est le même désordre que Monique Olivier quand elle échange en prison avec lui et qu'elle va passer à l'acte. Il y a le même risque à un moment donné. Comme dans les contes pour enfants, l'ogre se transforme rarement en prince charmant. S'il sort un jour de prison, le risque est grand de le voir rattrapé par ses vieux démons. Il faut bien l'admettre, les histoires d'amour hybristophiles finissent mal, en général. Et une fois que le détenu sort, il est pris dans la routine, dans le quotidien. Il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attente. Ça tombe. C'est beaucoup moins romantique. Du coup, l'histoire, elle perd de son romantisme et de son... Voilà, il y a un désenchantement, quelque part, qui se fait. Le risque, évidemment, c'est que les pulsions criminelles n'aient pas été étouffées et que ça ressurgisse envers elles, même peut-être. Hein. Et donc, en cela, c'est sûr que ça se termine le plus souvent mal.